Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bonjour, bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, je suis très heureuse de vous présenter le sujet parce que pour la première fois depuis le lancement du balado, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Lorsque je préparais l'événement, l'enregistrement devant le public à Québec, j'ai demandé à ces deux psychoéducatrices, à savoir quel sujet revient le plus souvent lorsque vous jasez avec des parents, sur vos communautés, entre autres sur les réseaux sociaux, ou même lorsque vous donnez des conférences, quelles sont les questions qui reviennent et de quoi aimeriez-vous nous parler? Et elles ont choisi le thème des régressions. Est-ce un mythe? Une réalité? Est-ce que ça existe vraiment, des régressions? Honnêtement, moi, en tant que maman, j'aurais tendance à dire que oui. Parfois, en ce qui a trait à la propreté, à l'endormissement, même aux capacités à table, à manger, on a l'impression que « ça va bien, mon enfant mange avec ses ustensiles, il fait moins de dégâts, on est content, on a l'impression que c'est une aptitude qui est acquise. » Et tout d'un coup, bang, du jour au lendemain, ça fonctionne plus. Là, on peut se demander comme parent, coudonc, est-ce que je l'ai brisé? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que ce qui est le plus angoissant, c'est aussi de voir cette phase-là, elle va durer combien de temps? Ce retour en arrière. Parfois, on est épuisé, on a travaillé fort, on a accompagné nos enfants là-dedans. Puis là, on se disait, enfin, c'est acquis. Puis on a l'impression que c'est perdu. Et on peut se demander, est-ce que ça va revenir? Parce que c'est un petit peu décourageant si on a l'impression que ça revient jamais. Alors, on en parle aujourd'hui avec Sarah Hamel et Mélanie Bilodeau, deux psychoéducatrices que vous adorez. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Puis dans le segment coup de cœur, eh bien, en gardant en tête cette idée-là que la parentalité, c'est loin d'être linéaire. Vraiment, il y a des hauts, il y a des bas. Eh bien, j'ai voulu discuter avec la Fédération québécoise des organismes communautaires familles parce que la Fédération chapeaute vraiment plus de, imaginez-vous, 250 organismes communautaires familles. Donc, j'ai voulu savoir, ça s'adresse à quelle clientèle, c'est pour qui, est-ce qu'il y en a dans toutes les régions du Québec, est-ce qu'ils peuvent nous accompagner quand ça va bien comme lorsque ça va moins bien? Si nos enfants sont tout petits versus des ados, est-ce qu'il y a des services pour nous? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans mon entretien avec Alex Gauthier, qui est directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, et avec Amel Abou El Azm, qui elle est coordonnatrice au développement et à la mobilisation de la Fédération, parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Je vous ai dit un peu, mesdames, de quoi on pourrait parler, des sujets sur la petite enfance, il y en a 1001. Puis, j'ai aimé ta suggestion, Sarah, parler des régressions. C'est quand même une question qui revient souvent. Puis, ma première, c'est, pour vous, c'est quoi la définition d'une régression? Parce que des fois, on a le bouton panique un peu rapide. Ouais. Tu y vas, j'y vais. Comment tu files ça, Sarah? Comment tu files? Vas-y. Bon, OK, on va prendre un peu de sérieux, là. Je suis vraiment désolée pour les auditeurs qui écoutent là, sur Spotify ou autre truc comme ça, là, puis qui se disent, voyons donc, on n'était pas là dans ce party-là. Bon, OK. On se gère. Une régression. Régule-toi, Mélanie, régule-toi. Je me régule. Là, Pénélope Allen a dit dans un autre épisode que 2 cerveaux dérégulés, c'était pas bon. Ouais. Tu vas vous co-réguler, là. Moi, Bon, OK. Une régression, c'est comme une espèce de recul, si on veut, mais ce n'est pas une vraie régression. Non, on va en parler, là. Okay. Mais c'est comme de faire un petit pas en arrière pour pouvoir avoir un pic de développement, pour mieux rebondir en avant. Alors, je régresse entre guillemets dans une situation où j'ai soit un pic de développement. Alors, je suis en train d'intégrer quelque chose de nouveau dans mon développement sur le plan langagier. Je viens d'intégrer peut-être la garderie. Je commence à marcher. Bon, peu importe. Là, boum, il se passe quelque chose de nouveau dans ma vie. Je vais avoir certaines régressions, peut-être, sur le plan du sommeil, entre autres. Oui. Je peux avoir un petit peu plus d'angoisse de séparation, etc., etc. Fait qu'il y a le plan développemental, puis il y a le plan adaptatif.
adaptatif aussi. Donc, je suis en train de m'adapter à des nouvelles situations dans ma vie. Donc, je ne suis pas en régression, je suis en adaptation. Oui, c'est ça. C'est que, au sens populaire, là, les gens vont parler de régression quand il y a soit une impression de perdre des acquis. Spoiler alert, c'est pas le cas, là. Il perd pas ses acquis. Mais on a l'impression qu'il a perdu des acquis, genre l'enfant qui était capable d'aller faire des pipis sur le pot, puis là, ben, tout d'un coup, il est plus capable. Là, il fait les pipis dans sa couche. Je le vis en ce moment. Tranche de vie. Ou une stagnation, là, des apprentissages. Ce qui est important de comprendre, c'est que le développement de l'enfant, c'est un processus qui émerge de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour que ce processus d'émergence-là se fasse, parce que c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle, hein, nous, théoriquement, là, on n'a pas besoin de rien faire. On a juste besoin d'offrir les conditions favorables à l'enfant, puis ça va se faire naturellement. Pour n'importe quoi, hein? Ouais, pour n'importe quoi. On le mentionne, là. Quoi. Qu'on parle de sommeil, d'acquisition de la continence, peu importe, OK? C'est quelque chose qui se fait naturellement de l'intérieur vers l'extérieur. Souvent, nous, comme parents, on essaie de tirer un peu sa plante pour qu'elle pousse plus vite, là. Ça, c'est de l'extérieur. Puis ça se peut qu'on rencontre justement des difficultés dans ce temps-là parce qu'on respecte pas l'ordre des choses, on respecte pas la nature. Mais là où on va voir des régressions, ben ça va être quand, par exemple, il y a un facteur environnemental qui ne favorise pas l'émergence naturelle. Donc, je prends mon exemple, OK? Tranche de vie. Elle ramène tout à elle, hein? Je suis tellement intéressante. Ma fille était bien partie, là. Toutes les pipis à la toilette, bien sur son petit pot en forme de toilette, qui chante d'ailleurs en plein milieu de la nuit. Puis, ça allait vraiment bien. Ça se faisait naturellement. J'ai pas forcé la chose. C'est apparu d'elle-même. Puis ça fait ça. Ses couches étaient toujours sèches. Mais là, moi, je suis tombée malade. Moi, j'étais maganée, j'étais poquée. Et ça, un parent malade, ben c'est insécurisant pour un enfant parce que moi, je suis la personne qui est supposée assurer sa sécurité et donc sa survie. Mais si la personne qui assure ta survie est vulnérable, ben c'est alarmant, ça. Fait que si elle est son pilier, là. Ouais, fait que si elle est occupée là à assurer sa propre survie, si elle se sent insécure, mais toute l'énergie de son petit corps est mobilisée à assurer sa sécurité et à se sécuriser. Et donc, il reste plus ben d'énergie pour émerger dans son développement. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Fait que je stresse pas avec ça, là. Non, c'est ça, tu sais que ça va revenir, mais je sais qu'il n'y a pas une réponse parfaite, mais on parle donc de pas de recul et non pas parce que régression, on s'entend, c'est une connotation très négative. Si on voit ça comme un pas de recul. Mais là, par exemple, la propreté. Disons qu'on y va plus vieux, là. Exemple, un enfant de 7 ans, tout d'un coup, il se met à faire pipi au lit. Bon, une nuit, ça peut arriver, il a bu plus d'eau, je sais pas, il dormait plus dur, peu importe. Mais là, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, et ça dure sur un moment. J'imagine quand c'est un pas de recul, c'est un certain moment, mais on arrive à un moment donné à bondir ou on peut rester stagné dans notre pas de recul? Bien, on peut rester stagné si on a besoin de ce temps-là pour aller chercher toutes les ressources nécessaires pour mieux rebondir en avant. Donc, comme le disait Sarah, s'il y a des événements, s'il y a des perturbateurs dans l'environnement où il y a des conditions qui sont pas optimales, ben ça se pourrait que dans cette période-là, j'ai pas plus le goût d'aller sur le pot ou j'ai pas plus le goût d'être dans un sommeil autonome puis que j'ai plus envie de dormir avec mon parent. Donc, la première question à se poser, nous, c'est beaucoup ce qu'on va faire en clinique, là. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant et de sa famille et de ses parents. Tu sais, des fois, tes parents sont un peu plus stressés, sont eux-mêmes en période d'adaptation par rapport à quelque chose. Tu retournes travailler après un congé parental. On s'entend-tu que tu en as des enjeux? Même si tu t'es dit, ben moi, je vais quand même bien placer les choses, l'intégration à la garderie, je vais le faire d'avance, entrée progressive et tout ça. Là, tu sens que ton enfant, ça va, tout est bien stabilisé, mais toi, tu es en adaptation. Et là, tu es plus stressé. Là, ton cadre n'est pas tout à fait comme d'habitude. Tu dis pas tes consignes de la même manière. Tu es un petit peu plus expéditif. La routine le matin, vite. Avant, maman, hein, elle prônait comme on va y aller avec les besoins de l'enfant pour faire de la diversion. Là, ça me tente pas ce matin. Dépêche-toi, je vais être en retard. L'enfant réagit à tout ça.
Puis qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner là où c'est confortable. Ce qui était confortable pour moi, ben, c'était peut-être ma pull-up, c'était peut-être de faire du cododo, c'était peut-être de manger dans mon petit banc d'appoint, c'était de recommencer à parler en bébé. Tu sais, tout ça, ce sont des comportements qui réconfortent l'enfant. L'enfant retourne là où il se sent en sécurité. Mais comme parent, est-ce qu'on devrait avoir un signal d'alarme de dire « Oh, qu'est-ce qui a pu changer dans l'environnement? » Est-ce qu'on a toujours besoin de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a changé ou on accueille ce pas de recul-là puis on attend de voir? Des fois, on le saura pas. Hein? Ouais, des c'est fois, ça prend pas grand-chose pour ébranler le sentiment d'insécurité de sécurité d'un enfant. Des fois, un rhume, c'est suffisant pour sacrer la hache dans ta routine de dodo ou dans justement... Et c'est presque décourageant. Mais ça prend vraiment Mais pas c'est grand-chose. vrai! C'est ça. Une dent qui perce, tu sais. Ça prend pas grand-chose. Puis tu sais, c'est pas crucial de mettre le doigt sur la raison pour être capable d'intervenir. Dans le fond, c'est que c'est notre petit drapeau rouge qui nous indique. Dans le fond, ça, là, c'est un symptôme. C'est le symptôme de quelque chose. Chez nos enfants, l'insécurité, ça pop en comportement. Donc, quand on voit il y a un changement, quand on voit qu'il y a quelque chose qui est préoccupant, ben c'est le petit drapeau rouge qui dit « J'ai besoin d'aide, maman. J'ai besoin d'aide, papa. Là, j'ai besoin de toi. » Et j'ai besoin d'être sécurisée. Ouais. Et ça se fait comment? Ben, par ça. La connexion, tu sais, parce que c'est vrai que c'est pas si grave si on n'est pas capable d'identifier le perturbateur, tu sais. Mais comment on va stabiliser les affaires? Mais ça va être par la connexion, premièrement. Donc, mon enfant a besoin d'être plus dans mes bras. Ben oui, je vais répondre à ça. Pas de dire, ah ben non, là, voyons donc, avant, là, il était pas toujours dans mes bras pour l'endormissement le soir. On va pas recommencer ça. Ah ouais, on va pas créer des mauvaises habitudes. Hein? Ouais. Voyons donc, tu sais. Alors que c'est ça que l'enfant, il recherche. La connexion, c'est sécurisant. Alors, oui, je vais répondre à ça. Si j'avais peut-être coupé la tétée du soir ou du moins je commençais tranquillement à être vers un sevrage, bien, c'est correct de lui redonner si toi, tu es à l'aise là-dedans. Faut toujours partir de tes besoins aussi comme parent. Tu as le droit de dire, ben moi, je n'ai pas le goût de recommencer à faire ça. Je m'excuse, mais le cododo, c'était réglé. On était dans du sommeil autonome. C'est pas vrai que je vais le ramener dans ma chambre. C'est correct, là. Mais il y a La peut-être limite, d'autres on la façons. met. Ben oui, c'est ça. La limite, elle commence là où toi, tu vis un malaise. Fait qu'il y a la connexion, et il y a l'accueil de ce que l'enfant vit et il y a le cadre. L'enfant va avoir besoin d'une stabilité. Donc, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller tester les limites, il va aller shaker un petit peu la clôture, il va aller voir c'est quoi les repères habituels, puis ça, c'est encore là. Papa, maman, sont-ils encore cohérents ensemble? Est-ce que c'est encore constant? J'avais pas le droit de manger dans le salon. Ben là, je vais m'essayer un petit peu. Est-ce que mes parents vont dire oui, vont dire non? Ramène le cadre. Regarde ce qui marche pas, là. OK, là-dessus, on est plus lousse. Là-dessus, on a lâché prise. Là-dessus. Ramène ton cadre. Puis si ça te fait plaisir dans ta vie de tous les jours puis que ça t'arrange d'acheter la paix, entre guillemets, moi, j'appelle ça un plaster d'adaptation. Donc, je vais mettre un petit plaster sur la situation. Je vais te permettre de manger dans le salon. Je ne l'ai pas l'énergie pour m'obstiner. Ça va être ça. Petit plaster d'adaptation, on travaillera ça plus tard. C'est correct, tu sais. Donc, on peut s'enlever aussi un petit peu de pression, de se dire, regarde, OK, il prend un pas de recul, c'est bon. Moi, mon énergie, elle est là en ce moment. Comment on peut arriver à faire cohabiter les deux? Mais quoi faire si notre enfant est plus vieux? Est-ce qu'on le questionne? Tu sais, je donnais l'exemple tantôt, je sais pas, moi, à 7 ans, une petite fille qui tout allait bien, tout d'un coup, elle se met à faire pipi au lit. Nous, on n'a pas l'impression, justement, de connaître le perturbateur. Est-ce qu'on questionne en même temps? On voudrait pas non plus amener de la culpabilité, mais l'enfant, il est un peu plus vieux, là, il se rend bien compte que c'est pas tout à fait normal. Comment on aborde ça? Ben, tu peux questionner, là, mais moi, je suis pas mal sûre que tu n'auras pas la réelle réponse. Parce que même nos enfants d'âge scolaire ont pas une capacité d'introspection suffisamment mature pour mettre le doigt sur ces émotions-là. Puis souvent, en fait, quand il y a des symptômes psychosomatiques comme ça qui apparaissent, ben c'est parce que c'est justement des émotions qui n'ont pas été vécues au moment où il aurait dû être vécu, qui n'ont pas eu l'espace pour vivre ces émotions-là.
et ça pop en symptômes. Donc, c'est souvent des choses qui sont inconscientes, dont l'enfant réalise même pas que c'est en train de se passer, là. Donc, pour nous, mettre de l'emphase sur le symptôme, c'est vraiment pas une approche Absolument Ben pas. non. Non. C'est comme n'importe quoi. C'est tout ce qu'on va observer dans la vie de l'enfant, c'est constamment le symptôme de quelque chose. Tu sais, on dit beaucoup décoder le besoin derrière le comportement, mais c'est la même affaire. Là. Tu sais, ce qui te dérange, ce qui est en train de popper comme difficulté, c'est le symptôme de quelque chose. Si tu veux questionner ton enfant d'âge scolaire, par exemple, ben moi, j'ai envie de te dire, questionne-le sur ce qu'il vit présentement, sur comment il se sent, comment ça va à l'école, comment ça va avec tes amis. Questionne là-dessus. Questionne pas sur le pipi au lit. Là. Tu sais, ça sert à rien. C'est vrai que tu n'auras pas la réponse. Puis, une autre astuce, là, je vous dirais, au moment de l'endormissement, là, peu importe l'âge de l'enfant, là, il se passe quelque chose. Tu sais, vous le savez, les plus petits, ils vont se relever 50 fois au moment de l'endormissement. Ils vont trouver plein de façons de vous ramener ou ils vont commencer à vous jaser ça dans la chambre puis ça finit plus. La journée qu'ils racontent, elle peut être très longue. Elle peut être très longue. Puis là, ils commencent à parler d'un paquet d'affaires qui n'a pas rapport. Le Père Noël, cette année, maman, est-ce que... Là, t'es comme, comment on est en juillet? Ce qui se passe, là, c'est l'enfant cherche à connecter, mais il cherche à exprimer quelque chose, tu sais. Puis des fois, non. Des fois, il veut vraiment juste connecter, là, clairement. Mais prends ce moment-là à l'heure de l'endormissement, puis fais-en une habitude. Un 10-15 minutes, c'est pas beaucoup, là. Je le sais qu'on est fatigué, on est tanné, on a le goût d'aller faire nos affaires puis de partir une série sur Netflix, mais consacre un 10-15 minutes collé avec ton enfant à l'endormissement. Puis là, je parle pas de la routine du dodo, puis de la lecture du livre. Ça compte pas, là. Ben, c'est important de le faire, mais c'est pas inclus là-dedans. Puis là, tu passes ce moment-là et tu ne parles pas. Tout ce que tu fais, c'est être en mode accueil. Si ton enfant a quelque chose à dire, c'est là que ça va sortir. Parce qu'on n'est pas capable de s'endormir quand on est préoccupé. Quand on a la tête pleine. C'est là que ça sort. Puis peut-être que ça ne sortira pas le soir 1, mais s'il le sait qu'à tous les soirs, tu es là et que c'est un espace où il peut se livrer, ouvert, tu as des chances qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui pop. Mais j'aime ça parce que le fait de questionner, des fois, il faut faire attention. Avec notre cerveau d'adulte qui rationalise, on peut rapidement tomber dans l'interrogatoire. Puis encore là, si l'enfant sent ça, sans la pression, c'est pas là qu'il va se livrer à nous. Je sais n'importe quoi, s'il vit une situation à l'école avec des amis, c'est pas là qu'il va avoir envie de s'ouvrir pour nous la raconter. Ben non, puis même, tu sais, des fois, l'enfant va sentir comme une pression de donner une réponse. Là. OK, là, elle me pose une question, il faut que je donne une réponse, puis l'enfant va dire n'importe quoi. Là, elle va juste vouloir donner une réponse pour te satisfaire, mais ça sera pas... C'est ça sera pas nécessairement ce qui est pertinent. Puis ça se fait beaucoup dans le jeu aussi, hein? Tu sais, c'est des moments, justement, où il n'y a pas de pression. Tu es assis avec ton enfant, puis... tu es en train de jouer à quelque chose, il sent que tu es disponible, tu es accessible. À un moment donné, paf, ça part, il est en train de jouer au bloc. Puis là, il dit « William, il est vraiment méchant. » C'est qui, William? C'est mon ami à la garderie. Puis là, il commence à te livrer quelque chose. Tu fais juste écouter, puis être là. Mais c'est difficile de ne pas tomber dans l'interrogatoire parce qu'on veut tout savoir. Surtout à l'école, parce qu'à la garderie, on a des petits journaux de bord, puis on sait combien de pipi de caca ils ont fait, la quantité de ce qu'ils ont mangé. Hein, on sait tout ça. Mais à l'école, on ne sait rien pantoute. Puis comment ça a été ta journée, ça a bien été. Qu'est-ce que tu as fait, je ne sais pas. Comment s'appelle ta prof, je ne m'en souviens plus. Donc... non, c'est clair. C'est pas là qu'on va aller chercher beaucoup d'informations. Mais avant de conclure, je voudrais qu'on revienne. Tantôt, Sarah, tu as pris le temps de dire, c'est pas vrai qu'ils vont perdre leurs acquis. Donc ça, c'est vraiment un mythe qu'on entend de « Ah, mon Dieu, il a tout perdu ». Puis je peux comprendre que c'est un peu désappointant pour le parent, mais faut pas s'inquiéter. Absolument pas. C'est comme une plante, là. La plante, elle va pousser. Puis là, si sa croissance est jamme, ben on va se demander, de quoi elle a besoin pour poursuivre sa croissance. Fait que je vais juste modifier. As-tu besoin plus d'eau, plus de soleil, moins de soleil? Peu importe. Donc, je vais lui donner les conditions favorables qu'elle a besoin. Puis ça va revenir. C'est la même chose avec un enfant. Fait que, tu sais, d'insister, puis de dire, là, je vais sortir le tableau récompense pour qu'elle aille faire des pipis sur le pôle. Ça, c'est tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. On n'obtient pas des bons résultats en faisant ça. Avec ça.
Je veux déboulonner un autre mythe aussi quand on disait tantôt, mettre un petit plaster sur l'adaptation. Ça fera pas nécessairement un enfant gâté ou un enfant qui va revenir en arrière. Tu sais, on parlait de l'exemple du cododo. C'était réglé. Bon, là, finalement, il veut revenir après quelques mois ou peu importe. Là, on n'a pas l'énergie ben là, c'est ça. On n'a pas l'énergie nécessairement de se battre. On est fatigué. Puis là, on abdique qui revient. Mais là, on veut pas non plus que ça revienne une habitude, là. C'est pour ça, C'est vraiment important. Écoutez, là. OK? Si on élevait des robots, on pourrait être constant. Puis tout le temps faire la même affaire. La constance, elle est overrated, OK? Il faut qu'on s'adapte aux besoins de nos enfants. Mais il faut qu'on le fasse en maintenant notre chapeau de capitaine. C'est pas l'enfant qui répond à ses besoins, c'est moi. Je vois que tu es plus insécure, je vois que tu as plus de besoins de proximité. Je t'invite dans mon lit ce soir. Donc, c'est pas suite à la demande de l'enfant de « je veux dormir avec toi ». Je dois aller au-devant de ça. Je dois le faire en maintenant ma posture de leader, de parent en charge. Parce que c'est ça qui est sécurisant. Savoir qu'on l'a pris en charge, on l'a invité, puis ça fait du bien. Exactement. Au lieu de l'avoir qui nous tire après ou qu'il se relève à 11h, qu'il se relève à minuit jusqu'à temps qu'on dise « OK, là, viens-t'en, je t'arrive. » C'est ça, exactement. Il y a une grosse différence entre le besoin puis le désir aussi. Ouais. Parce que tu as nommé un mot qui m'a un peu accroché. Est-ce qu'on va en faire un enfant gâté? Ouais. L'affection ne pourra jamais trop te gâter. Tu ne deviendras pas un enfant roi parce que tu as trop d'affection, parce que tes parents font des pratiques parentales proximales, parce que tu es allaité jusqu'à 4 ans, parce que tu fais du cododo à 2 ans et demi. Tu ne seras pas trop gâté. L'affection, c'est un carburant pour l'enfant. L'empathie, l'affection, l'enfant en a besoin pour se développer de façon optimale, pour développer toutes ses compétences socio-émotionnelles, pour développer son cerveau. Donc ça, on règle ça. Tout ce qui touche l'affectif, on n'est pas dans du caprice, puis on n'est pas à gâter. C'est pas une récompense. Tu sais, de dire à ton chum, à ta blonde, « Oh, là, tu veux pas encore un autre câlin? Ah, là, je trouve que tu commences à faire bébé gâté un peu, là. » Là, à un moment donné, là, les petits caprices. Mais est-ce qu'on peut en faire un enfant gâté, entre guillemets, un enfant roi où on n'a pas vraiment de limite dans un contexte où je réponds à tous ses désirs? C'est pas la même affaire. Dans une période où je suis en adaptation, justement, quand on parle des plasters d'adaptation, moi, j'ai envie de vous dire, mettez des plasters d'adaptation liés au temps de qualité, au temps partagé, à l'affectif. Pas un plaster d'adaptation de je vais aller t'acheter 3-4 M&M, puis on va aller au Dollarama, on va te laisser c'est pas ça, là. Ben non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est très différent. Et je sais que c'est la base, mais comme tu viens de le nommer aussi, j'aimerais qu'on conclue. Quelle est la différence entre un désir et un besoin? Veux-tu y aller? C'est pas facile, tant que ça, des fois, à décoder pour le parent. Mais en fait, le besoin, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qui va amener l'enfant à se développer. Et c'est ce qui va le sécuriser sur le plan physique, donc sécurité, et sécuriser sur le plan affectif. Ce qui sort de ça, ça devient généralement un désir. C'est pas fondamental, ce n'est pas essentiel à mon développement. Donc, moi, est-ce que j'ai besoin de socialiser puis de venir voir des gens après 2 ans et demi de pandémie? Oui. Est-ce que j'ai besoin de socialiser et d'aller voir des gens 2 semaines à Punta Cana? Pas nécessaire. C'est un désir, c'est pas un besoin, mais connecter avec les autres, oui. Oui. Tu comprends? C'est pas essentiel à mon développement de la Punta Cana, c'est un désir. C'est ça, tu sais, c'est important que les parents comprennent que notre job, c'est de sécuriser nos enfants, c'est de répondre à leurs besoins. C'est pas de les rendre heureux. Donc, ça se peut des fois qu'il y ait des désirs, puis qu'on ne comble pas ces désirs-là, ou que nos enfants vivent des frustrations, puis que ça soit correct. Parce que notre job, c'est pas justement de les sortir de leurs émotions désagréables. Notre job, c'est de les accompagner à travers celles-ci. Fait que c'est correct de ne pas répondre à tous les moindres désirs de nos enfants. Mais c'est important aussi de garder en tête que, comme Mélanie disait, l'affection, ça fait pas partie des caprices puis des désirs. Là. C'est un besoin. C'est un besoin fondamental. Puis très souvent, quand
tes propres besoins fondamentaux comme parent sont lésés par rapport à une intervention X, une demande de l'enfant, c'est souvent parce que c'est un désir chez l'enfant plutôt qu'un besoin. Ah, c'est bon de se garder ça en tête. Sauf dans la première année de vie. OK. Un bébé, là, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup vit pas mal de avec ses désir. besoins, là. Ouais, Il est ouais, vraiment dans ses besoins. Jusqu'à Besoins 18 primaires. mois, 15 mois, là, on est beaucoup dans les besoins. Mais là, quand je commence à découvrir mon environnement, là, je me rends compte qu'il y a des Ouais, M&M en haut, puis que tu sais, là, Ouais, c'est d'autres ouais. choses. Alors, quand l'enfant demande à être absolument assis sur nous pendant qu'on est en train de manger, on est peut-être dans une période de régression, entre guillemets. Mon enfant a besoin beaucoup de connecter avec moi. Et là, il s'accroche après ma jambe, j'essaie de manger. Moi, manger, là, ça reste un besoin, c'est pas un désir. Mon désir, c'est de manger chaud. Ouais. Mais Ça, c'est un rêve. c'est un rêve, tu sais. Mais m'alimenter, faut c'est manger, un besoin, là. Sinon, je vais me taper une chute de glycémie tantôt. Donc, mon enfant qui est accroché après ma jambe, puis qui pleure, puis qui veut que je le prenne pendant que je mange, mais je veux pas parce que peut-être je me suis payé le petit luxe d'avoir un repas chaud. Je voudrais pas qu'il se mette les mains dans mon assiette. Ben là, en ce Peut-être moment... mettre une petite chaise à côté ou Ben voilà. une solution. Hein. Voilà, ça peut être tentant de se dire, ouais, mais là, c'est un besoin, il y a un besoin de connexion, là, je le vois bien, il y a besoin de moi. Attends un petit peu. T'es là en ce moment, là, tu réponds à son besoin, tu es présente. C'est juste que ce qu'il veut, c'est être assis sur toi. Donc, tu lui as proposé une chaise, tu lui as flatté les cheveux, tu lui as dit, attends un petit peu, mon cœur, je vais terminer mon assiette, je vais te prendre pas dans un souper 6 services avec une bouteille de vin, là. ben non, c'est On parle ça. de finir ton assiette 3 minutes et quart. Là, c'est un désir. Je t'offre plein de solutions, tu les veux pas. Ce que tu veux, c'est être assis sur moi. Mon enfant n'est pas insécurisé présentement. Ben Il non. est juste pas content. Il proteste. C'est très différent. Puis c'est correct de dire, ah, t'es déçu, mon amour, Oui, t'aurais oui. aimé ça, être sur mes genoux, je comprends. Je comprends, c'est vrai que c'est plate. Pleure. Pleure, ça va faire sortir toute ta tristesse de ton corps. C'est correct, vas-y, je suis là. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. On l'accueille. On l'accueille dans son émotion. On est là. On assure une présence sécurisante. Ouais. Mais on j'ai- mange chaud. C'est ça. Oui, on mange chaud. Morale de l'histoire, on va essayer de manger. Tu as le droit d'en rajouter une couche. Je disais, hey, c'est bon, mon homme, là. Tu manques de C'est quoi? pas ce que tu manques, exact. Mais merci de Hey, c'est pas vrai, là. de Faites pas ça. mettre Faites pas ça. d'autres images. Fallait préciser juste pour être sûr. Ben, des fois, les réseaux sociaux, Oui, c'est là, ça. Ça on peut sait pas s'emballer où ça peut se rapidement. trouver. Mais j'aime ça que vous mettez des images là-dessus parce qu'un désir, un besoin, ça peut sembler simple, mais je trouve que dans le quotidien, parfois, les deux, tu sais, la ligne est mince, Oui. justement, on en parlait, le besoin de proximité, mais là, regarde, moi, j'ai un besoin de manger. Donc, de remettre les choses en perspective et peut-être, essayons de faire baisser la pression. Là, c'est correct si des fois, en tant que parent, on est un peu mélangé dans tout ça. Ben oui. Puis, garde, on fait de notre mieux. Ça sera clairement pas parfait. Non. Mais je pense pas que nos enfants ont besoin de modèles de perfection non plus. Parce que Non. on fait des essais, des erreurs, puis c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Puis ils vont mettre des petits outils dans leur sac à dos aussi pour affronter la vie. Parce que tu disais tantôt, des fois, ils vont être tristes, mais dans la vie, même comme adultes, des fois, on est triste aussi. Il faut savoir comment gérer ça. Ouais. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils n'ont pas besoin de parents parfaitement bienveillants tout le temps non plus, mais ils ont besoin de parents parfaitement sécurisants. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Mélanie et Sarah. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à ce balado parce que je trouvais ça vraiment important de présenter qu'est-ce que la Fédération des organismes communautaires familles du Québec fait et également qui sont vos organismes membres parce qu'on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, la vie d'un parent, c'est vraiment un cycle. Hein? Ça va comme ça. Il y a des moments qui sont plus faciles, il y a des moments où les défis sont nombreux. On ne se le cachera pas. Alors, Alex, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle de la Fédération? Bien, la Fédération québécoise d'organismes communautaires familles existe déjà depuis plus de 60 ans. C'est une histoire qui a commencé avec une de nos pionnières, là, Simone Monet-Chartrand. Et dans le fond, ce sont des marques qui se sont réunies, discuté, échangé sur leurs défis de la maternité puis de la parentalité, qui a fait en sorte que ils se sont dit, ben, on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Comment on peut faire en sorte qu'on peut aider d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres parents à pouvoir se regrouper, échanger
Donc, c'est autour de ces valeurs d'entraide-là, je dirais que il y a un collectif qui s'est créé, puis qu'il y a des pratiques, puis des fondements collectifs qui se sont mis en place. Puis aujourd'hui, la mission de la Fédération québécoise d'organismes communautaires familles, c'est de regrouper, soutenir des organismes communautaires familles en contribuant, puis en assurer la place essentielle des familles dans la société québécoise d'aujourd'hui. Fait que donc, au final, la Fédération et ses membres, c'est des véritables alliés des parents qui agissent ensemble pour le mieux-être des familles. Puis aujourd'hui, c'est des milliers de familles aux 4 coins du Québec qui bénéficient de l'accompagnement de ces organismes-là, qui sont offerts environ 255 organismes communautaires familles dans toutes les 17 régions du Québec. C'est énorme, plus de 250 organismes familles dans les régions du Québec. Vraiment, c'est beaucoup. J'imagine que les ressources, elles sont nombreuses. Amel, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un organisme communautaire famille? Oui, mais écoute, un organisme communautaire famille, c'est tout d'abord, je dirais, un espace de soutien, de partage, de parole et d'implication pour les parents. Et en fait, tu peux les retrouver sous différents noms. Tu peux avoir des maisons de la famille, un carrefour familial, un organisme ressources parents, espace famille. Un OCF, en fait, c'est vraiment un véritable partenaire pour les parents. Les OCF, les organismes communautaires famille, ils possèdent, tu vois, une expertise d'accompagnement vraiment très spécifique, très propre à eux. Et ils permettent d'accompagner les mères, les pères et les enfants, et ce, de la grossesse jusqu'à l'âge adulte. Parce que on le sait, tu vois, la vie de parents, c'est des cycles, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Les besoins des familles sont nombreux. Au fur et à mesure que grandit l'enfant, le parent peut avoir des questions spécifiques, peut vivre des différentes situations. Certaines sont plus faciles que d'autres à différents moments. Et donc, on peut penser à certaines étapes de vie, les divers apprentissages qu'un enfant peut réaliser, le développement du langage, mais aussi tout ce qui est l'anxiété et le stress que peut occasionner la volonté d'être un parent parfait, ou aussi, par exemple, le manque de ressources et de soutien qu'un parent peut ressentir face à une situation propre qui peut lui vivre. Donc, c'est pour ça que les organismes communautaires familles sont là pour les parents quand tout va bien, quand tout va un peu moins bien, mais ils sont là aussi pour socialiser et permettre aux parents de se rencontrer entre eux et avec les enfants. Et ce que je retiens, Amel, beaucoup de ta réponse, c'est le fait que qu'on vienne d'accoucher ou que nos enfants soient rendus des ados, il y a des organismes communautaires familles qui peuvent, selon leur mandat, selon leur mission, nous accompagner autant quand ça va bien, peut-être par une cuisine collective où on va aller là, rencontrer d'autres familles, échanger, rigoler, autant dans les moments où les défis sont plus grands, où c'est moins facile. Mais je me demandais, est-ce que ça s'adresse à une clientèle en particulier? Quelle est la clientèle d'un organisme communautaire famille? Oui, écoute, je te dirais la beauté de la chose avec un organisme communautaire famille, c'est que vraiment toutes les familles peuvent aller cogner à la porte d'un organisme. Toutes les familles sont les bienvenues. Quand on dit toutes les familles, on entend vraiment dans toute leur diversité. Tu vois, que ce soit diversité de culture, de langue, d'étapes de vie, de contexte socio-économique, et quelles que soient les situations que les familles peuvent rencontrer, les organismes communautaires familles, par leur approche et par leur valeur d'ouverture, vraiment s'adressent à toutes ces familles, donc tous les parents, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les grands-parents peuvent bénéficier de ce soutien-là et d'un accompagnement quand ils le souhaitent pour faire face aux défis qu'ils rencontrent. Je pense que ça nous rappelle aussi l'importance d'aller voir ce qui est offert à nous dans notre région, de cogner à la porte, de prendre le téléphone et d'appeler, parce que parfois, on peut avoir certaines idées préconçues ou avoir l'impression que ça ne s'adresse pas à nous comme parents, mais rien de mieux que de poser la question parce qu'on pourrait être surpris, ou même les grands-parents. On le voit maintenant avec la parentalité bienveillante, sécurisante. Ce sont de nouveaux concepts d'éducation où nos parents, voire même nos grands-parents, n'ont pas nécessairement baigné là-dedans lorsqu'ils nous ont élevés. Donc, ils peuvent eux aussi avoir des questions pour se sentir un petit peu plus à la page, si on veut, avec leurs petits-enfants. Donc, qui n'hésitent pas à appeler les organismes. Je trouve ça super intéressant. Et Alex, on le disait tout à l'heure, vous en chapeautez plus de 250 organismes communautaires familles. Qu'est-ce que les parents vous disent apprécier lorsqu'ils visitent un organisme?
Ben, ce qu'on entend principalement, c'est que c'est un lieu d'accueil, fait que donc d'écoute, il n'y a pas de jugement, fait que donc on peut venir se déposer là dans un OCF puis discuter de ce qu'on vit au quotidien puis de défis à relever en tant que famille. C'est sûr qu'il n'y a pas de guide hein, pour être parent, fait que donc conséquemment, si on peut se réunir, discuter, travailler ensemble, se donner des trucs, fait que c'est un milieu de vie. C'est ça qu'on entend comme organisme communautaire famille. On reconnaît d'emblée là, que c'est les parents qui sont les principaux éducateurs de leurs enfants et leurs premiers éducateurs de leurs enfants. Ouais. Fait qu'on reconnaît l'expérience parentale, on la met de l'avant. Puis c'est une raison là, pour trouver des solutions, puis de les travailler ensemble. Puis il n'y a rien de parfait. Donc, on est capable de se donner la place à l'erreur, puis pouvoir continuer. Fait que donc, c'est surtout de se faire confiance. Fait qu'on a les Mm. moyens, on peut les accompagner, les aider, mais c'est de se faire confiance en étant que parent. Ça. Oui. Accueil, non-jugement, vraiment des endroits pour aider à développer notre conscience, notre confiance et notre conscience, les deux, parentales. Parce que c'est vrai, lorsqu'on devient parent, souvent on a une idée du parent qu'on pense qu'on va être dans nos qualités, dans nos défauts. Mais en même temps, lorsque ça arrive, hein, on dit souvent qui de mieux que quelqu'un qui n'a pas d'enfant pour nous dire quoi faire? Ben c'est ça, c'est parce que dans le quotidien, des fois, la vie, elle va vite. On peut être bousculé par plein de choses, donc c'est pas toujours facile. Je trouve ça intéressant, l'accueil, le non-jugement pour se déposer parce qu'on est loin d'être seul à vivre les situations que l'on vit. Et justement, Alex, j'imagine la panoplie de services offerts, c'est multiple. Oui, oui, c'est ça. Ces organismes de proximité-là, ils offrent un continuum de services. Donc, on Mm. peut avoir des ressources comme des ateliers, des formations, des conférences, des services de répit de halte garderie, des activités de stimulation, d'éveil à la lecture, préparation à l'entrée scolaire, les cuisines collectives. Fait que donc, c'est tout un réseau d'entraide qui est mis en place là, afin d'échanger sur les expériences avec d'autres parents, s'impliquer, Mm. puis autant dans la famille que dans la communauté dans laquelle les OCF sont assis. Oui. Mais justement, là, si on a donné le goût à des familles qui nous écoutent de trouver les organismes communautaires, Amel, comment on peut faire pour trouver ceux qui gravitent dans notre région? Écoute, on a plus de 250 qui sont vraiment dans tout le Québec, dans les 17 régions du Québec. Souvent, c'est le bouche à oreille qui peut fonctionner Mm. d'une famille à une autre, entre les parents, que ce soit à l'école, à la garderie, etc. Il y a un échange entre les parents, les familles qui fait que les parents sont amenés à connaître et à visiter l'organisme famille du quartier. Mais il y a aussi toute une collaboration qui se fait dans chaque région avec les CLS, les CLSC, les CIUS ou tout autre partenaire de la communauté qui, eux, vont référer les parents vers les organismes. Donc, il y a ce réseau-là qui existe, mais bien sûr, sur tout ce qui est les réseaux sociaux, donc là, on parlait des réseaux, les réseaux humains, tu as les réseaux sociaux où là, tu peux retrouver aussi les organismes communautaires qui sont présents. Donc, on peut avoir accès à leur programmation, à leur activité, à leur mission, etc. Bien sûr, leurs coordonnées. Et bien entendu, sur le site web de la fédération, donc le fqocf.org, là, il est possible de retrouver tous les contacts, les coordonnées des organismes communautaires familles à partir d'une carte interactive. Ah, OK. Donc, on va la présenter à l'écran. Les gens n'ont qu'à entrer la région où ils habitent et là, ils auront la liste et vous pourrez aller voir les différents sites web des organismes pour voir justement leur mission et le type de services qu'ils peuvent vous offrir, à savoir si ça répond à vos besoins. Et en terminant, j'aimerais savoir, on le disait, la fédération, vous chapeautez ces organismes-là. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour vos organismes membres? Ben, on soutient nos membres dans l'approche globale, fait que donc et Mm. préventive qu'on veut mettre en place pour les parents et les familles. C'est toute une équipe, hein, puis une excellente équipe qui est dédiée à cette cause-là pour soutenir le travail des organismes au quotidien. Fait que la FQOCF met en valeur la proximité de ces organismes-là, leur impact positif dans la vie des familles, dans le renforcement aussi des liens sociaux au sein de leur communauté. Puis l'expérience de ces membres-là fait en sorte que c'est nourri par la Fédé. Donc, la Fédé va faire en sorte que va mettre des choses de l'avant, puis agir nationalement en interpellant les décideurs publics et les médias sur des enjeux qu'ils vivent, ces familles.
Fait que donc, dans l'avenir, ce qu'on souhaite, c'est augmenter la notoriété de la fédération, faire connaître davantage les organismes afin que davantage de parents puissent être accompagnés partout à la grandeur du Québec. Et puis, d'ailleurs, on a une page Facebook, comme Amel l'a mentionné, là, qui s'adresse aux parents puis aux organismes communautaires familles. Fait qu'on y retrouve toutes les informations utiles, les services offerts, des témoignages de parents qui ont consulté notre organisme. Fait que la Fédération et ses membres sont des véritables alliés là, de ces parents-là et des organismes qu'on veut agir ensemble pour le mieux-être des familles. Oui, je pense que comme parents, on n'a jamais trop d'alliés, justement. Alors, on va mettre sous la publication de l'épisode, donc, le site web. Amel, tu l'as nommé rapidement tout à l'heure, mais vous avez le lien, vous n'avez qu'à cliquer pour aller visiter votre site web à la Fédération. On va également mettre le lien pour accéder à votre page Facebook où on va pouvoir retrouver des témoignages de parents, entre autres. Souvent, lorsqu'on voit ce que les autres parents ont pu aller chercher à l'intérieur de ces organismes communautaires familles-là, eh bien, ça peut nous donner envie à nous aussi d'aller les visiter et, comme je disais, ne serait-ce que téléphoner, prendre de l'information pour voir ce qui est offert dans notre région. Amel, Alex, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Merci chaleureux à Sarah Amel et Mélanie Bilodeau. Votre confiance me touche énormément. Vous allez voir sous la publication les liens pour vous procurer leur bouquin, également les liens pour rejoindre leurs réseaux sociaux. Dans le segment coup de cœur, merci à Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, et à Amel Abou El Azm, qui, elle, est coordonnatrice au développement et à la mobilisation de la Fédération. Je vous rappelle, sous la publication, vous avez le lien pour le site web afin de voir la carte interactive des organismes communautaires familles disponible près de chez vous. Et je mets le lien de leur page Facebook si vous souhaitez les suivre sur les réseaux sociaux pour avoir tous les détails sur les activités offertes. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique et le montage. Je m'appelle Maggie Bélanger et ça me fait toujours plaisir lorsque vous prenez le temps de m'écrire, de commenter, d'aimer le balado parce que ça nous permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité et ce, gratuitement. Passez une belle semaine et n'oubliez pas, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!